Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. L'essor de l'intelligence artificielle questionne souvent sur ses opportunités, mais aussi sur ses limites. Ce soir, nous aborderons ce thème d'un point de vue juridique avec Arthur Romer, conseiller juridique en principauté. 25 ans d'action pour la No Finish Line. La dernière édition a permis de récolter près de 320 000 € pour l'association Children and Future. Elle vient de récompenser ses plus fidèles participants et nous y étions. Intégrer la jeunesse dans le débat de l'égalité homme-femme, telle est la vocation première de l'association Au Cœur des Mots, une mission que sa présidente Hilde Hanneuse Eyeux mène depuis plus de 10 ans à travers le monde. Elle sera notre invitée ce soir. Il faudra livrer un match parfait si nous voulons l'emporter. Ce sont les mots d'Adi Hutter en conférence de presse avant le choc entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, match qui aura lieu demain au Stade Louis II. Et puis nous nous sommes rendus ce soir au secrétariat du Père Noël qui traite le courrier des enfants, mais aussi, vous le verrez, des plus grands. Mais avant de développer ces titres, regardez ces images tournées en fin de journée à la résidence Acquiétoudiné. Les aînés ont reçu la visite de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II à quelques jours des fêtes de fin d'année. Ce traditionnel instant de partage aura été ponctué par un intermède musical proposé par l'Académie Régnier III, puis par la distribution de cadeaux de la Croix-Rouge monégasque dont le prince souverain et le président, un moment convivial très apprécié de tous. Comment l'intelligence artificielle influence la transition numérique et les secteurs publics et privés à Monaco? C'est la question qui a été posée ce matin lors du petit déjeuner conférence organisée par la Jeune Chambre économique au Méridien Beach Plaza. Ce soir, nous voulions aborder l'aspect juridique de cette innovation qui façonne notre futur. Arthur Romer est conseiller juridique en principauté. Il était l'invité de cette conférence et est également l'invité de notre JT. Bonsoir. Bonsoir. L'intelligence artificielle a le potentiel aujourd'hui de rendre des secteurs très attractifs. Est-ce que nous sommes outillés aujourd'hui pour y faire face juridiquement? Je crois que d'abord, on arrive dans un secteur et sur un sujet qui est complètement en construction. Donc la vérité, c'est qu'il est besoin de se poser des questions sur les possibilités d'encadrer l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le fait qu'on se pose des questions est une très bonne chose. Maintenant, la question, c'est de trouver un équilibre entre ne surtout pas freiner l'innovation et être déterminé à utiliser et accompagner les acteurs économiques de la principauté à utiliser l'intelligence artificielle et des acteurs de confiance, tout en préservant et en respectant les libertés fondamentales des individus. Oui, vous mentionnez à juste titre cette liberté fondamentale des individus. Est-ce que l'IA menace cela? Bien sûr, alors ça fait partie effectivement des risques de l'IA. Il y en a plusieurs qui sont identifiés puisqu'en fait l'utilisation de l'intelligence artificielle pose des problématiques dans à peu près tous les secteurs juridiques, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit vis-à-vis des libertés fondamentales, que ce soit vis-à-vis des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle ou de l'utilisation des données personnelles. Sur l'utilisation de l'identité de personnes, ce qu'on appelle en fait les deepfakes sur les vidéos, ou l'utilisation vocale de personnes, ça pose des questions effectivement de consentement de cette personne-là à l'utilisation de ces données ou en tout cas ces qualités biométriques qui sont utilisées de manière parfois sans en tout cas lui demander son autorisation préalable ni sans consentement préalable, ce qui en fait pose des questions. La vraie question, c'est le consentement et comment on arrive à préserver le droit de ces individus-là face à un flux numérique qui est de plus en plus important et des intelligences artificielles qui vont en fait utiliser des données de manière générale, des données d'apprentissage qui sont disponibles sur le net et sur ce qu'on appelle la big data, sans forcément opérer une distinction entre ce qui relève de données publiques et de données personnelles. Alors Monaco vient de se doter d'un texte sur la protection des données personnelles, une avancée que l'État considère majeure. Cela reste un enjeu de taille? Oui, c'est un des principaux enjeux. Évidemment, la sécurité, la protection de la vie privée en est un autre, mais la protection des données personnelles, effectivement,
est un texte qui finalement appréhende déjà l'intelligence artificielle, puisque vous savez que dans le RGPD, il y a un principe de neutralité qui vise à appréhender n'importe quel type de technologie, et notamment les intelligences artificielles et les systèmes d'intelligence artificielle, qui sont donc appréhendés directement par les textes. Maintenant, il n'est pas fait référence expressément dans cette loi à l'intelligence artificielle, et vous savez que l'Union européenne s'est dotée d'un règlement qui s'appelle l'IA Act, qui est entré en vigueur le 1er août 2024 avec une application échelonnée dans le temps, qui lui-même en fait renvoie beaucoup au RGPD pour tout ce qui est données personnelles. Donc on a deux textes qui coexistent au niveau européen, et à Monaco, le RGPD évidemment, qui pour l'instant est un texte qui sert de référence, en tout cas pour appréhender l'intelligence artificielle sur le sujet des données personnelles. Finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'humain garde toute son importance dans l'évolution de l'IA et dans les perspectives qu'elle offre, y compris pour les entreprises. C'est en fait la clé. C'est d'abord de mettre en place ou d'harmoniser un cadre au niveau international sur la gouvernance des données et sur la manière dont on réglemente l'IA. Il est important que les différents États se parlent pour qu'on ait un cadre harmonisé qui émerge, et par ailleurs remettre l'humain au centre du jeu en permettant effectivement à la machine d'être utilisée, mais toujours sous le contrôle d'un humain, ce qui permet effectivement d'identifier aussi la chaîne de responsabilité dans certains actes. Eh bien, merci beaucoup Arthur Romer pour toutes ces explications. On le rappelle, vous étiez l'invité du petit déjeuner conférence qui avait pour thème l'IA, enjeux et perspectives pour l'avenir de Monaco, conférence organisée par la JCE. Merci. Merci beaucoup. C'est le rendez-vous à la fois sportif et caritatif en principauté. La No Finish Line a réuni encore une fois des milliers de marcheurs et de coureurs pour la bonne cause en novembre dernier. Elle a récompensé ses fidèles participants hier à l'espace Léo Ferré. Le reportage de Frédéric Elion sur des images d'Olivier Bonello. Près de 14 000 participants, 319 005 km parcourus. La 25e édition de la No Finish Line a encore une fois été une vraie réussite, malgré une météo parfois capricieuse. La remise des prix de la NFL s'est déroulée lundi soir à l'espace Léo Ferré. C'est le retrouvaille avec les coureurs marcheurs, on va dire locaux. Parce qu'après c'est vrai que sur la course on récompense les 8 jours qui viennent de plus loin, mais là voilà, c'est les vrais retrouvailles avec tout le monde, les sponsors, les coureurs, les marcheurs. Voilà, c'est un moment convivial. De nombreux trophées ont été remis dans différentes catégories, la première association, école, institution ou entreprise. Parmi les primés, BNP Paribas, 3e du classement des équipes sponsorisées et vainqueur du Trophée Banque avec 8085 km parcourus. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir plus de 180 participants de notre entreprise. Ça a été un véritable succès, un succès à la fois pour le nombre de kilomètres parcourus, parce que notre entreprise a fait plus de 8000 kilomètres, et puis un succès puisque ça a été un élan collectif pour une très belle cause. À la fin de la remise des prix, un verre de l'amitié et une photo pour mettre à l'honneur les bénévoles, essentiels au bon déroulement de la No Finish Line. Autre exemple de solidarité en principauté, c'est ce partenariat officialisé entre la mairie de Monaco et Au Cœur des Mots. Dans quelques instants, nous recevrons Hilde Hanneuse-Eyeux, présidente de cette association créée en 2012. Mais avant cela, intéressons-nous à ce partenariat. Sur quoi porte-t-il et comment va-t-il se traduire? La réponse au micro de Juliette Rappert. Alors ce partenariat qui a été signé concerne le projet Bibliothèque Au Cœur des Mots. Et c'est un projet qui a été lancé il y a quelques mois. Et le but est de récolter des livres de seconde main qui souvent sont destinés aux pilons et qui seront expédiés au Sénégal, dans des bibliothèques d'école. Cette idée, elle est venue, c'est assez magique, hein, c'est en étant au Ciné Saloum avec Hilde, et il y avait une très jolie bibliothèque qui malheureusement était très vide. Et en fait, en discutant avec les maîtres des lieux, ils nous ont dit que les écoles, les bibliothèques dans les villages manquaient cruellement d'ouvrages. Et c'est comme ça que nous avons eu l'idée de contacter la mairie de Monaco, mais également la ville de Menton, pour en parler, de telle sorte à pouvoir récupérer des livres qui seraient destinés aux pilons. Pour la mairie, c'est très très important. Je voudrais vraiment remercier la médiathèque qui a
fait un gros travail de sélection de livres à donner. Nous avons donné plus de 1000 livres de toutes sortes, bandes dessinées, des romans, de toutes sortes que nous pouvons avoir à la médiathèque pour les enfants. Et rejoignons à présent notre invitée, Hilde Hanneuse-Eyeux, présidente de l'association Au Cœur des Mots. Bonsoir Hilde. Bonsoir Émilie. Une réaction tout d'abord sur ce partenariat avec la mairie de Monaco. Il est très précieux pour votre association, hein. Absolument, absolument. C'est une consécration en fait d'un travail de plusieurs mois, donc en fait depuis l'été dernier, où donc il y avait une équipe vraiment dédiée, donc sous la direction de Francine Conrad, qui est membre depuis le début. Et en fait, c'est vrai que cette équipe a travaillé dur, mais aujourd'hui donc ce partenariat avec la mairie, donc cette signature qu'on a fait aujourd'hui, finalement, c'est l'aboutissement donc de quelque chose qui a été fait depuis certain temps. Donc avec l'association Cœur des Mots, à plusieurs reprises, on a pu donc faire venir des écrivains qui sont des membres du jury et qui sont venus donc pour se présenter, pour parler de leurs livres. Donc cette collaboration, donc elle existait déjà depuis quelques années, mais bon là donc il s'agit d'un nouveau projet qui est un projet où l'objectif était d'acheminer des livres qui n'étaient plus utilisés donc au Sénégal, plus particulièrement donc dans des villages reculés où donc les bibliothèques étaient vides et où les écoles donc attendaient avec impatience ces livres-là. Ce partenariat Hilde est l'occasion de mettre en lumière Au Cœur des Mots, une association que vous avez créée en 2012. Quelle est sa vocation première ? Alors l'objectif avant tout, c'est donc d'intégrer la jeunesse dans le débat sur l'égalité des droits entre les garçons et les filles. Et pour ce faire, donc pour nous, l'idéal était donc d'aller dans les écoles où on enseignait le français, et également des écoles où il y avait aussi bien des garçons que des filles, parce que pour lancer un débat sur l'égalité des droits, il fallait obligatoirement que les filles et les garçons soient dans la même classe. Et donc pourquoi le français ? Nous sommes un pays francophone, et donc c'est une langue qui est parler partout dans le monde. Et pour nous, notre objectif, en fait, était de avoir un maximum de pays pour que les élèves après, les enfants après, pouvaient donc comparer les débats, parce que le débat après se finalisait donc avec un écrit. Comme on dit, les écrits restent. Un conte a même été mise en image, hein. L'histoire de Saré Baffé a été adaptée en court-métrage. Absolument. Donc, c'était notre premier concours d'écriture où effectivement, donc, en fait, c'est un hasard, c'est que c'est le Sénégal qui avait gagné. C'est un jury, hein, c'est toujours un jury international qui lit tous les textes et qui fait ce qu'on appelle qui donne les notes, hein, selon les critères. Et là, c'est vrai qu'on avait donc un partenariat avec une société de production qui a fait après un court-métrage. Et là, c'est vrai que c'est formidable parce que moi, je suis encore un peu ces jeunes et entre-temps, ils sont devenus plus grands et ils s'en sortent vraiment très bien. Alors vous l'avez dit, votre association bénéficie du soutien de la Principauté, mais aussi de l'Organisation internationale de la francophonie, hein. C'est vrai que l'OIF nous a toujours soutenus énormément, et notre collaboration, notre partenariat s'est encore beaucoup élargi ces derniers temps, parce que donc en fait c'est la secrétaire générale actuelle, donc Madame Louise Mchikibabo, qui était venue d'ailleurs à notre dernière remise de prix, qui m'avait dit lors d'une audience que c'était dommage que les textes restaient, on va dire, dans un livre et qu'ils n'étaient pas plus exploités. Et donc on a décidé donc ensemble avec l'OIF de créer ce qu'on appelle des fiches pédagogiques. Ce sont des fiches qui sont créées à partir des textes qui ont été écrits par les élèves, donc qui sont piochés donc dans un des 3 livres qui existent déjà. Et donc en fait ce sont des professeurs donc de Au Cœur des Mots, donc 20 professeurs qui étaient d'accord pour participer, et donc ils ont créé des binômes, et ensemble ils ont créé donc 10 fiches pédagogiques qui sont aujourd'hui publiées sur la plateforme Relief. Donc Relief, ça s'écrit FH à la fin, donc qui est la plateforme de l'OIF. On l'entend, Hilde, au fil des années, les actions d'Au Cœur des Mots ont pris de l'ampleur, et on entend aussi beaucoup de fierté dans votre voix face à la réussite de ce projet que vous avez créé.
Ben, écoutez, c'est vrai qu'on ne fait jamais les choses tout seul. Hein. Il faut dire qu'il y a une équipe formidable. Je crois qu'ils partagent tout simplement le même objectif, c'est-à-dire donc de donner aux jeunes cette possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Et nous, on constate que vraiment, la jeunesse, il y a vraiment beaucoup d'espoir. Il ne faut pas être négatif. Donc voilà. On est très heureuse également de pouvoir raconter votre histoire sur Monaco Info. Merci beaucoup, Hilde Hannes-Heye, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci Émilie, et je vous remercie également. Vous avez toujours été à nos côtés, donc merci beaucoup aussi pour cette opportunité de m'exprimer. Voilà. On passe au sport et au football et ce choc prévu demain soir au stade Louis II. L'AS Monaco reçoit le Paris Saint-Germain en match avancé de la 16e journée de Ligue 1. L'entraîneur Adi Hütter et le jeune ailier Marknes Akliouche se sont présentés face à la presse pour évoquer cette rencontre opposant le 3e face au leader du championnat, extrait sélectionné par Frédéric Elian. Ça va être un match important. On sait que Paris est une grande équipe. En championnat cette année aussi, ils font de bonnes choses. Donc ça va être un match pas facile tout simplement. Mais voilà, on va essayer de se donner les moyens de faire un bon match et aller chercher un résultat contre cette belle équipe. For sure we want to win this game against Paris, but for this we need a perfect day. That's clear. Paris Saint-Germain is showing us in this season they are unbeaten in Liga. They are the favorite also for this game, but we need a perfect day to beat them. But we are able to win against Paris. Notre objectif, il est clair, c'est d'être sur le podium en Ligue 1 cette année. Maintenant, bien sûr, on a tous des objectifs élevés. Si on peut aller chercher le titre, bien évidemment qu'on ira le chercher. Mais voilà, l'objectif, ça reste de gagner tous les matchs cette année-là. Et ce match contre Paris, on sait qu'il est quand même important. Et comme j'ai dit, on donnera le maximum pour aller chercher cette victoire, tout simplement. AS Monaco Paris Saint-Germain, c'est donc demain soir à 21h au stade Louis II. Comme d'habitude, au mois de décembre, la Poste ouvre son secrétariat du Père Noël. Les enfants sont invités à adresser leurs lettres à ce personnage légendaire. Alban Gingembre et Lionel Bernardi se sont rendus dans les coulisses de ce secrétariat pour observer les lutins à l'œuvre. C'est ici que les lettres adressées au Père Noël sont réceptionnées. Le secrétariat du Père Noël met tout en œuvre pour répondre au courrier le plus vite possible. Comme j'étais très sage cette année, j'aimerais avoir beaucoup de cadeaux sous le sapin. Tous les ans, nous mettons à disposition de ce service spécifique une équipe dédiée d'agents de collecte, de remise. Nous avons également des secrétaires qui s'occupent du tri et de l'acheminement du courrier. Chaque lettre que nous recevons sont traitées afin de répondre aux enfants, afin de garder cette magie de Noël. 800 lettres ont été traitées depuis début décembre, des lettres écrites par des enfants, mais pas que. Mais aussi des adultes et qui demandent la paix dans le monde, etc. Donc c'est bien, ça permet d'être dans cet égrégore, de continuer à être sur de bonnes vibrations, si je peux dire, en ces fêtes de fin d'année. Vous avez encore jusqu'au 22 décembre pour envoyer vos lettres. N'oubliez pas de laisser votre adresse pour espérer une réponse en retour. Et restons dans l'esprit des fêtes de fin d'année avec le village de Noël qui émerveille ses visiteurs depuis son installation sur le port Hercule. Entre animation et stand gourmand, les lieux offrent une parenthèse enchantée à tous ceux qui empruntent son chemin. Christinda Petit-Homel et Lionel Bernardi vous emmènent dans ce monde féerique où l'on croque la barbe à papa à pleines dents. Le village de Noël édition 2024 réveillera à coup sûr vos papilles. Véritable plongeon dans un univers festif, l'esprit de Noël se mêlera aux délices de l'enfance. Un village aux 1001 facettes dans lequel nous retrouvons nos madeleines de Proust, mais aussi de nouvelles pépites. Cette année, c'est pain d'épices et gourmandises. Et nous avons 24 stands de vente, nous avons 23 stands alimentaires et 8 manèges. Nous avons des nouveautés alimentaires principalement, avec de la Ligo, un chalet qui vend du chocolat. On a aussi un nouveau manège, donc c'est le parcours du Père Noël qui a un succès fou. Et puis après, on a aussi dans les chalets de vente des petites nouveautés à découvrir. Oui.
Les gens, ils cherchent à passer un moment convivial, manger quelque chose de chaud et qui change de l'ordinaire. Et puis après, parcourir le village en sécurité, dans la bonne humeur et la bonne ambiance, avec des enfants qui peuvent courir en toute sécurité. Et voilà, juste un moment agréable. Et je vous propose à présent de partir à la rencontre des commerçants. Vous allez le voir, ils ont plein de bonnes et belles choses à nous proposer cette année. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici au Montagnat? Alors, surtout de la ligo, mais on fait aussi de la raclette, que ça soit en bol avec les pommes de terre ou dans les sandwichs ou encore en tartine. On essaie qu'il y en ait pour tous les goûts, que ce soit des produits sans viande, que ce soit à pouvoir prendre à emporter ou pour manger sur place, s'asseoir avec sa famille. Qu'est-ce que vous proposez dans ce village de Noël? Des huîtres, des moules une soupe de poisson, des crevettes. Qu'est-ce qui est le plus demandé? Le plus demandé, c'est les oursins. Au chalet du chocolat, vous avez une vingtaine de sortes de chocolat différents. Donc on a seulement pâte de fruits et nougat qui ne sont pas du chocolat. Les 18 autres, c'est du chocolat. Donc vous pouvez l'acheter soit en vrac, soit en sachet préparé. Nous avons du Lindt, nous avons du Mon Chéri, nous avons des papillotes Révillon. Donc il n'y a rien de maison là. Chez nous, on peut retrouver des boules personnalisées main ici, qui sont personnalisées en 10 minutes. Et on écrit ce qu'on a envie et comme ça laisse un très très beau souvenir. Et après, on peut retrouver les coffrets Monaco pour avoir un petit souvenir super sympa pour les fêtes. Et pour encore plus de féerie et garder des souvenirs inoubliables, à l'instar des années précédentes, mascottes, échassiers, danseurs et artistes costumés transporteront les spectateurs dans un univers onirique cette année. Des spectacles et des soirées musicales seront également organisés pour que la fête bat son plein durant ces fêtes de fin d'année. Les enfants, quant à eux, pourront retrouver des ateliers créatifs organisés tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 18h. Et juste avant de charger son traîneau, l'après-midi, le Père Noël viendra à la rencontre des petits les 23 et 24 décembre. Et pour les plus grands, le soir du réveillon, une grande soirée musicale animée par 2 DJ se tiendra à partir de 21h avec le grand retour cette année à minuit du feu d'artifice. Vous l'aurez donc compris, les commerçants vous attendent donc nombreux ici sur le port Hercule. Le village de Noël refermera ses portes le 5 janvier au soir. Et à partir de vendredi, notez l'ouverture du village des sports sur la darse sud du port Hercule. Il est temps à présent de jeter un coup d'œil aux prévisions météo avec vous, Alban Gingembre, bonsoir. Quelle est la tendance pour la journée de mercredi, Alban ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Une météo légèrement plus fraîche est attendue demain en principauté. Un léger vent et des nuages plus présents qu'aujourd'hui, mais pas de pluie. Les températures oscilleront entre 9 degrés le matin et jusqu'à 13 degrés l'après-midi. Et en ce mercredi 18 décembre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les Gatiens. Merci Alban et merci à vous pour votre fidélité au JT de Monaco Info. On se quitte en images avec les photos de Stéphane Dana et la parfaite illustration du thème du village de Noël de cette année, pain d'épices et gourmandise. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.